Bonjour tout le monde. Bonjour John. Bonjour Bonjour Grégory. Olivier. Hello Grégory, salut John. Et l'autre. Bonjour, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Donc, votre franchise est-elle prête pour l'avenir et capable de croître durablement? Alors, tout d'abord, merci. Merci à tous de vous être inscrits à cette session. Et de bon, ah, bonjour tout le monde. Ah, je pense qu'on est live maintenant. Alban, tu me confirmes ici dans le chat. Je pense qu'on est. Oui, Bonjour on à est bien tous. en live. Voilà, super, merci Alban. Merci à tous de vous être inscrits, d'être avec nous aujourd'hui à nos côtés pour suivre cette session que nous avons vraiment créé un contenu super qualitatif, donc on espère vraiment que vous allez l'apprécier. On va encore patienter une petite minute le temps que tout le monde se connecte. Et avant de démarrer, d'introduire nos experts, je voulais savoir un petit peu, j'étais un peu curieux de savoir où vous étiez, de où vous nous suivez aujourd'hui. Je sais que Olivier, si je ne dis pas de bêtises, tu es à Bordeaux, c'est bien correct? Tout à fait, Ouais, exactement. Ouais, super. John et moi, nous sommes de Bruxelles. Alors, dites-nous un petit peu ici dans le chat, dans la partie discussion sur la droite, ou de où est-ce que vous nous suivez et pour quelle enseigne vous travaillez, vous représentez, ou vous avez potentiellement créé. Nous sommes un petit peu curieux de le savoir. Pendant que vous nous dites ça ici dans le chat, je vais faire la partie un peu plus technique, l'introduction technique de la séance. Alors, c'est un webinaire où vous n'aurez pas la possibilité de prendre la parole. On avait décidé cette option-là afin d'éviter des problèmes de micro non coupés qui peuvent être assez ennuyants pendant ce type de séance. Mais c'est pas pour ça que c'est une séance qui n'est pas participative. C'est tout l'inverse d'ailleurs. On vous encourage à poser toutes vos questions et je serai très attentif afin de les soulever et que nos experts y répondent tout au long du webinaire. Je suis à Lyon. Bonjour Charlotte. Talent et trajectoire, superbe. Et d'ailleurs, nous allons aussi vous poser pas mal de questions pendant ce webinaire, donc on vous encourage vraiment à y répondre et à jouer le jeu pour qu'on puisse aussi en apprendre plus sur vous. Alors, voilà, il est 32. Je pense qu'on va pouvoir commencer tout doucement à faire l'introduction de nos experts. Alors, avant de démarrer, donc je vais commencer. Donc, on a aujourd'hui Olivier Gérardin. Rebonjour Olivier. Rebonjour Grégory. On ne le présente plus dans le métier, mais je vais quand même le faire. Alors, Olivier, c'est une expérience forte de 20 ans dans la franchise et 35 ans dans le retail. Olivier a été ex-directeur général de Pitaya et a fait monter la chaîne de 9 à 175 restaurants. Je pense que je l'ai bien dit. C'est ça. Mon belge ne m'a pas trompé. Avec l'international. Avec l'international, hein, voilà. Olivier a aussi été l'ex-DG de Cofinance Global, qui a été rattaché à Cofidis à l'époque. Olivier, comme tu m'expliquais, tu es un vrai couteau suisse hein, de ce type d'organisation. Tu es passé par l'opérationnel, en faisant de la finance, tu es aussi passé par la stratégie et la vente, donc tu as vraiment fait tous les départements possibles et inimaginables. Et Olivier est aujourd'hui consultant qui accompagne tout type de réseau dans le retail, dans le food. Et donc voilà. Bonjour Gwenaël. Olivier, je n'ai pas dit de bêtises, c'est bien ça? C'est bien juste? Non, c'est très juste. Je te remercie Grégory pour cette présentation. Super. Et ensuite, nous avons John Van Leer, CEO de Flix. Rebonjour John. Salut Grégory. Donc John, petite introduction. John a débuté chez IBM comme account manager et puis a ensuite pris le chemin de l'entrepreneuriat avec ses deux associés pour créer une agence qui s'appelait à l'époque Level Up, il y a 15 ans déjà. Level Up, c'était une agence qui avait pour but de créer des solutions customisées pour répondre à des besoins très spécifiques de ses clients, mais toujours dans l'univers des applications mobiles et des applications web. Donc voilà. Ensuite, Level Up s'est transformé en Flix il y a 3-4 ans de cela. Et ça va me faire une transition parfaite pour vous expliquer, vous introduire qui organise aujourd'hui le webinaire. Donc, Flix accompagne de grandes marques dans le food et le retail qui sont localisées dans 7 pays à travers plus de 5500 localisations.
Flix propose des solutions omnicanal, donc autour de la fidélité d'une part, à travers notre moteur de fidélité, et autour de la prise de commande numérique, à travers des solutions de click and collect, borne de commande, table ordering et tout autre, et le tout qui est géré via notre système appelé Order Management System, mais on y viendra un petit peu plus tard dans la présentation. Et donc voilà, le tout toujours sur application mobile et web. Donc voilà pour la courte introduction. Ah oui, moi je ne me suis pas présenté, je m'appelle Greg, je m'occupe du marketing chez Flix et j'essaierai au mieux aujourd'hui d'animer cette séance. Alors on va passer directement à l'agenda. Alors, on vous a préparé. Alors, vous avez remarqué que l'agenda a un tout petit peu changé par rapport à ce qui avait été communiqué par l'Express Franchise. Il a évolué, mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui se retrouvait dans l'agenda qui vous a été communiqué se retrouve dans ces thématiques-ci. C'est juste qu'on a un petit peu restructuré la manière de faire quand on a échangé, préparé ce webinaire avec John et Olivier. Donc, la première gros chapitre sera à travers les ressources humaines, donc comment gérer les pénuries et le turnover. Donc, Olivier nous expliquera un petit peu des solutions et des points clés au niveau stratégique, RH Group, tout ce qui est formation, fidélisation. Et on va passer par comment est-ce que l'IT peut vraiment optimiser, aider vos équipes au day-to-day. Deuxième gros chapitre, stratégie franchiseur, franchisé, le socle de vos business. Donc, de nouveau, on va couvrir deux points assez essentiels et vous verrez ça un petit peu plus tard. Et on finira donc comment croître durablement. On va parler de tendances, d'innovation, de data, de compréhension profonde de vos clients et comment du coup arriver à créer des expériences aujourd'hui de plus en plus personnalisées. Super. Alors, c'est parti. Olivier, en préparant le webinaire, tu nous avais partagé un chiffre qui était assez déstabilisant, mettant en avant la pénurie du personnel dans les différents réseaux en France de franchise. Peux-tu nous dévoiler ce chiffre, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, Grégory. Aujourd'hui, on estime à 282 000 emplois manquants dans la restauration globale, qu'elle soit rapide ou traditionnelle. Donc, c'est un véritable sujet. Et de quelle façon, pour quelle raison on arrive à cette situation ? Donc, déjà, le fameux dicton « gouverner, c'est prévoir ». Donc, je pense que les réseaux de demain qui savent mettre en place une stratégie RH forte et durable sont les réseaux qui vont gagner. Ça, c'est quasiment une évidence. Je pense qu'il y a 5 points clés pour comprendre les raisons de la pénurie du personnel dans le secteur de la restauration en général. Je vais les énumérer. La faiblesse, alors, certains d'entre vous connaissent ces points, bien évidemment. Vous n'allez pas forcément apprendre des choses nouvelles aujourd'hui, mais quelques-unes quand même. Les faiblesses salaires et l'absence d'avantages sociaux, les taux de rotation qui sont relativement élevés, la difficulté de l'emploi, la pénibilité dans la restauration, globalement, le manque d'immigration qualifiée. Je vais parler de la cassure démographique qui s'opère depuis 20 ans dans le monde et particulièrement en Europe. On a un véritable décrochage. Je vais y revenir dans quelques instants. Et puis, l'impact de la crise Covid-19 sur la restauration qui a été, je dirais, relativement important, puisque le monde de la restauration a perdu 20% à peu près de ses réseaux suite à la crise de Covid, et donc une attirance bien moins forte pour les salariés sur ce secteur qui est la restauration. Je venais de le dire à l'instant sur la cassure démographique européenne. C'est important, ces 3 points sont très importants pour bien comprendre ce qui va se passer entre l'homme-emploi d'aujourd'hui et la technologie et l'IT qui arrivent d'ici 10-15 ans, avec certainement des solutions de nanotechnologie, de robotique et, je dirais, d'informatique et d'IT relativement pertinentes et fortes qui vont pouvoir pallier et remplacer certaines activités humaines. Mais avant ces 10-15 années, on n'y est pas. Donc, il y a quand même je dirais, ce trait d'union qu'il va falloir passer et de quelle façon il va falloir le passer. Donc, une stratégie RH à mettre en place d'urgence, je pense que c'est absolument nécessaire. Je reviens sur cette cassure démographique européenne. On a un taux de natalité aujourd'hui qui est de 1,5 enfants par femme. Donc, c'est très faible.
Je rappelle qu'il faut 2,1 enfants par couple pour arriver à maintenir une population stable. Donc on est vraiment dans une chute absolument incroyable. Un nombre de jeunes en baisse évidemment, hein, de surcroît. Entre 15 et 29 ans, on est passé de 18,1 en 2011 à 16,3 en 2021 et on annonce 15,2 en 2025. Donc, avec des influences, je dirais, assez fortes, des tendances comme le wokisme, l'influence No Kids, et donc toute cette influence un peu mondiale qui agit en effet sur les populations. Et puis une population âgée qui est grandissante. En 2050, vous l'avez suivi dans l'actualité parce qu'on nous l'annonce depuis une dizaine d'années, c'est 30% de personnes âgées en 2050 contre 20% aujourd'hui. Effet de ciseau, évidemment, entre la baisse de natalité et l'augmentation des personnes âgées. Donc, cette cassure démographique, comment va-t-on faire? Parce que tout le monde va chercher du salariat et du salarié. Comment va-t-on faire pour attirer les talents au sein des réseaux? Bon, donc, alors, dans le modèle contingentiel de la gestion GRH, dans la gestion des ressources humaines, quelle stratégie adopter? Bon, plusieurs items. Vous pourrez réécouter sur le lien l'Express de la franchise les différents items qu'on va aborder aujourd'hui. Plusieurs, je vais citer. La mutation technologique. Donc là, je pense qu'également John pourra vous en parler d'une façon beaucoup plus précise que moi. L'accélération des mutations technologiques, ça entraîne une obsolescence toujours plus rapide des qualifications. Ça, il faut en avoir conscience. L'acquisition et le développement des compétences nécessaires pour bénéficier pleinement des innovations technologiques doivent devenir la préoccupation centrale des DRH. Voilà. Ils doivent assurer une veille technologique et anticiper les conséquences de l'introduction des nouvelles technologies sur la gestion prévisionnelle. Donc, gardez bien ça en tête, c'est vraiment très important. Les mutations remettent en cause l'équilibre homme-emploi, des effectifs qui sont parfois excédentaires, des effectifs convenables, des effectifs déficitaires pour un niveau d'activité ou un niveau de qualification d'une personne qui peut être jugé insuffisant par les DRH. Deuxième point, l'incertitude économique, l'internalisation de la concurrence. Les secteurs protégés deviendront très rares, il n'y en aura quasiment plus, hein, quelle que soit l'activité du reste. Donc l'entreprise doit, je dirais, et l'ensemble des réseaux doivent affronter et maîtriser la concurrence non seulement des entreprises européennes, mais celle du monde entier. Maintenant, on parle, et vous le savez, depuis 20 ans, de mondialisation. Donc, elle doit veiller à conserver une productivité compétitive dans un contexte où les innovations technologiques franchissent sans délai les frontières. Le manque de visibilité économique, donc ça, c'est un point que nous partageons et que nous vivons tous actuellement. L'inflation qui a été, je dirais, incontrôlable, inflation égale récession, ça fait partie d'un des fondements des bases économiques et des règles économiques. Donc, nous avons vécu une forte inflation, nous vivons une récession pour vivre certainement un redémarrage économique, c'est une évidence. Voilà. Donc, mais néanmoins, l'impact de l'inflation incontrôlable concerne en particulier les politiques de rémunération. Donc, les marges d'augmentation sont limitées, forcément, afin de tenir compte d'un labor cost, et les réseaux doivent modifier leur grille de rémunération pour satisfaire à la double exigence de flexibilité et d'implication. Autre point, les mutations de l'actionnariat. Ça fait aussi un sujet dont je parle depuis 5 ou 6 ans. Dans la franchise en général, il y a beaucoup de réseaux qui se structurent, qui s'organisent, qui se développent et qui se vendent. Voilà, donc c'est rentré dans les mœurs et les salariés ont conscience de ça de plus en plus. Hein. Ils savent qu'ils vont rentrer dans un réseau et ils savent potentiellement que ce réseau peut être vendu dans quelques mois ou dans quelques années. Donc, de quelle façon aussi on arrive à rassurer nos salariés? On a vu la vente de Sushi Shop, Otakos, Pitaya, Pokawa également, Paradis du Fruit récemment avec le groupe Bertrand. Bref, donc je dirais les deals, les cessions, acquisitions se font constamment. Et ça, c'est un petit traumatisme au sein du salariat et il faut véritablement tenir compte pour rassurer le salarié. Les courants socioculturels, le mouvement RSE, vous l'avez tous suivi, qui a remis en cause pas mal de process opérationnels et d'exploitation. Le contexte syndical, qui a également son importance et qui revient en force dans une France divisée avec 2 extrêmes, gauche et droite, et donc un contexte syndical qui s'accentue et qui devient plus fort parce qu'il y a une perte de confiance de la part du salariat envers le patronat.
l'évolution réglementaire des DRH. Donc, les responsables de ressources humaines doivent adapter leurs pratiques aux évolutions réglementaires spécifiques à la France et à l'harmonisation dans un cadre européen. Donc ça, c'est également important. Les règles européennes changent considérablement et les réseaux doivent s'adapter en conséquence. Donc, ceci m'amène à la logique de management et de ressources humaines. Donc, quatre items, adaptation, mobilisation, partage et anticipation. J'ai envie de dire flexibilité. Alors, dans la personnalisation, c'est la flexibilité des horaires. Ça, c'est très attendu de la part des jeunes générations. On parle de semaine des 4 jours, de 4 jours. Hein. Oui, c'est vrai. Semaine de 4 jours, c'est 2% aujourd'hui qui étudient cette solution en France sur 200 000 restaurateurs. Vous voyez, donc, ça reste encore très faible. Le raisonnement français, on a parfois un management un peu archaïque, suspicieux et parfois même toxique en France, où on a ce côté hiérarchique et patriarcal qui est assez fort. On doit manager différemment demain. Ça ne veut pas dire qu'il faut être faible, tiède et mou, absolument pas. Il y a des process et des règles et des règlements intérieurs et un management pur de la part de la direction générale et des ressources humaines. Néanmoins, on doit apporter, ceux qui vont gagner demain sont ceux qui vont apporter de la flexibilité dans différents domaines. Donc, je viens d'évoquer flexibilité des horaires parce qu'on n'aura peut-être pas le nombre de salariés nécessaires pour tenir les shops ouverts. Semaine de 4 jours. Revalorisation salariale ou encore prime de parrainage, par exemple. C'est important de mettre ça en place au sein de vos réseaux, demander à vos salariés en poste de parrainer un futur salarié. Donc, ça fonctionne très bien, ça. D'ailleurs, Olivier, c'est quelque chose qui se fait souvent dans d'autres secteurs. Ici, moi, j'ai aussi travaillé dans les startups où c'est toujours plus facile de parrainer, d'encourager ses employés actuels à référencer quelqu'un qui peut être au final très bien. Et c'est du win-win finalement pour l'entreprise et pour l'employé. Donc c'est vrai que oui, et juste pour réagir à ça, Greg, je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est que c'est pas toujours facile en fait pour les grands groupes de mettre une stratégie HR commune, parce qu'en fait les franchisés, ce sont aussi parfois des entités juridiques qui sont séparées, qui ont aussi envie d'adopter leurs propres outils ou leur propre en fait stratégie RH, parce que la problématique c'est eux qui la vivent aussi. Alors, oui, je vais revenir à ce que tu viens de dire, John. Néanmoins, c'est quand même, si je peux me permettre, le franchiseur qui donne le cap. Et surtout, on reviendra sur cet aspect juridique du contrat de franchise ou sur la possibilité d'un franchiseur de mettre en place les outils qu'il souhaite dans un souci d'harmonisation de son réseau et surtout de maîtrise de son réseau, c'est ce qui est relativement important. Bon, le revers de la médaille de ce que je viens de dire, parce qu'il y en a toujours un, c'est forcément potentiellement l'augmentation des charges salariales, puisque toutes ces mises en place coûtent cher. Et donc, tous les franchisés n'ont pas forcément les ressources en trésorerie pour, accuser cette nouvelle stratégie RH. Il faut en tenir compte, parce que c'est bien d'évoquer ce que j'évoque, mais il y a toujours un côté obscur dans tous ces avantages. Et on sait, avec cette crise, cette pandémie, plus cette inflation et ces guerres, que le franchisé a subi des augmentations de loyer, de fonds, il a subi des augmentations d'énergie, il a subi des augmentations de matières premières, des augmentations salariales, à 6% d'augmentation du SMIC. Donc, je dirais que l'ensemble de ces augmentations et toutes ces taxes, sans compter l'énergie, qui a été quand même redoutable également, a fait que ça a dégradé considérablement les EBITDA et le résultat des entreprises en franchise. Et il ne faut pas non plus que le franchisé vienne à travailler pour le franchiseur et non plus pour lui. Donc, il y a un espèce d'équilibrage à trouver entre les avantages sociaux qu'on doit apporter aux équipes de demain pour les fidéliser, les attirer au sein d'un réseau, et la faisabilité économique de toujours gagner de l'argent, bien évidemment, parce que c'est quand même l'obligation du franchiseur, c'est de fournir avec un DIP un business plan qui démontre que le concept a été éprouvé et que ce concept gagne de l'argent. Voilà. Donc, c'est quand même aussi de sa responsabilité, de votre responsabilité. Donc, il y a la théorie écrite, appliquée, et il y a la réalité. La marge brute, savoir gérer sa marge brute au sein d'un réseau. Je vais revenir sur cette notion d'un DRH stratège et qu'un directeur des opérations est le client d'un DRH. Très important cet aspect-là, mais développer c'est bien, ça valorise la marque et c'est bon pour le franchiseur.
gérer ses marges, c'est extrêmement important parce que cette fois-ci, ça concerne évidemment directement le franchisé et sa rentabilité. Dans la personnalisation, pour ne pas prendre trop de temps sur les différents items qu'on a traités, la gestion des carrières et des compétences, on en a parlé. La formation, évidemment, ça fait 10 ans qu'on en parle dans les réseaux. Certains s'y sont mis avec des véritables écoles de formation internalisées. C'est très bien, bravo, avec un suivi des salariés sur la formation. Je peux proposer l'idée de KFC qui a internalisé des formateurs au sein de chaque franchisé. Donc, il y a un salarié du franchisé qui est formé par KFC et tous les ans, il repasse au sein du siège KFC pour revoir si les process et les procédures sont bien tenus. Et ce référent est capable de former l'équipe du franchisé. Donc, c'est une solution qui permet également de s'assurer de bon maintien des process, qui veut dire bon maintien des marges, évidemment. L'augmentation n'est pas forcément levier si évident. Des avantages en nature bien moins coûteux pour l'entreprise également, en personnalisation. Ça peut être, je l'ai mis en application, de mon côté, ça peut être des abonnements de salles de sport, des participations financières à l'acquisition d'un vol électrique, prendre en charge la carte de transport, adapter les locaux de l'entreprise pour un effet cocooning, prendre en charge 100% de la mutuelle, par exemple. Donc, c'est autant d'avantages sociaux qui permet de dire à un salarié et de comparer. Un salarié peut comparer d'un réseau à un autre et faire ses courses, entre guillemets, et dire, bah non, finalement, je ne suis pas si mal. Là où je suis, c'est plutôt pas mal. J'ai quand même pas mal d'avantages. L'ambiance est bonne et je vais y rester. Donc, attirer, identifier, développer et fidéliser des talents, c'est indispensable et ça passe donc par l'adaptation. C'est la flexibilité quantitative externe. Donc, ça, c'est les contrats à durée déterminée, intérim et indéterminée. La flexibilité quantitative interne, c'est les heures sup, chômage partiel, annualisation, modulation. Flexibilité qualitative ou fonctionnelle, c'est mobilité, polyvalence. Dans les réseaux, il faut avoir cette notion de mobilité, de polyvalence, voire une bourse de l'emploi interne à un réseau, pourquoi pas. Un franchisé peut perdre un de ses salariés et un autre franchisé à l'autre bout de la France peut le récupérer. L'externalisation, sous-traitance interne, externe, bien évidemment. Et pour finir, dans le 5e point, la flexibilité salariale, intéressement, rémunération, réversible, aléatoire, collective, individuelle. Voilà, donc la flexibilité optimale implique une décentralisation des décisions. Voilà, je pense que la franchise en général et sur cette notion de stratégie RH doit se réinventer complètement et on ne peut plus rester dans des cases en disant le franchiseur a son DRH, le DRH gère le siège social et les succursales et le franchisé fait sa tambouille dans son côté au sein de son unité. Non, ça, c'est une erreur, à mon avis, majeure dans les années qui viennent. Je pense que ceux qui raisonnent comme ça se trompent et qu'ils auront de fortes difficultés et que ça peut même abîmer leur réseau et leur marque, bien évidemment, parce qu'ils auront des shops qui seront mal managés, mal motivés, les talents ne seront pas forcément les bons, et donc il y aurait une dépréciation, malheureusement, de la qualité de service. Ouais. Je pense anticipation, je l'ai dit tout à l'heure, le DRH doit être authentique, partenaire stratégique. Voilà, c'est un DRH stratège, donc un homme de terrain. Un homme de terrain, c'est aussi être en veille sur l'extérieur. Voilà. Donc, je pense que le DRH doit sortir de son bureau de plus en plus. Et de la même façon que les opérations, les animateurs sont des personnes de terrain, le DRH doit le devenir. Voilà. Donc, qui délègue des tâches administratives et juridiques à des alternants ou des chargés de mission RH, why not, pourquoi pas, ou l'externaliser, pourquoi pas. Mais le DRH lui-même doit être en mouvement et doit être un homme de terrain. Voilà. Donc, j'aime bien citer l'exemple récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est passé sur le 20h de boulot. C'était assez intéressant, ce patron boucher à Paris qui paye le loyer de ses salariés et leur donne 7 semaines de congés payés par an. Parce qu'il y a pénurie de bouchers sur ce métier. Et les bouchers s'arrachent les talents. Et donc, il en vient à apporter des avantages sociaux très importants. Et il est gagnant parce qu'il achète des appartements, il met ses salariés dedans. Donc, sur le fond, il est aussi gagnant. Donc, je pense qu'il y a des mécanismes intelligents de management qui permet de… J'ai eu un franchisé chez Pitaya qui a fait ça.
qui a acheté un immeuble de 3 étages et qui a logé ses salariés. Et je vous parle de ça il y a 5-6 ans déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça existe déjà. Il y a déjà des patrons qui le mettent en place. Donc, la conclusion, pour ma part, sur cette partie RH, si les réseaux de franchise ne mettent pas en priorité une stratégie sur du long terme, les difficultés seront croissantes jusqu'à pouvoir même aménager des horaires d'ouverture, voire fermer vos shops. Voilà. Peu importe le segment d'activité. Donc, je crois que, et je pense que dans ma vision des choses, que j'ai mis en application au sein des différentes directions générales que j'ai pu occuper, vous savez, j'aime bien dire que l'étymologie de manager, c'est pas du tout anglo-saxon, c'est purement latin, ça vient du latin managérial, qui veut dire prendre soin de l'autre. Voilà. Donc, je pense qu'on doit revenir à ces bases fondamentales du management parce que la situation nous y oblige. Puis, un dernier point, d'après l'étude menée conjointement par Skello et l'Institut Sondage BVA, les salariés aujourd'hui estiment que les outils digitaux permettent une meilleure organisation, 33% le pensent, et un gain de temps, 28% le pensent. Vous voyez, donc, on parle des jeunes générations, et je pense qu'à mon avis, John a certainement son mot à dire, je dirais, sur ma conclusion et sur la nécessité de mettre en place l'IT et l'organisation digitale. Et en fait, merci Olivier, effectivement, ça devient un point central pour la gestion RH et surtout pour la mise en place d'une stratégie commune qui parvient vraiment à payer derrière. La technologie est là, elle peut certainement soutenir cette problématique, mais il y a aussi un espèce de paradoxe qui va s'installer, car on a d'une part en fait tous les outils technologiques qui deviennent en fait le meilleur atout pour les franchiseurs, afin d'innover, afin d'assister cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Mais en fait, on a aussi, à contrario, on voit qu'il y a un staff qui n'est pas toujours conscient du bienfait en fait, que ces outils peuvent amener. Et donc, les chaînes vont adopter en réalité de plus en plus d'outils de gestion, que ce soit les outils de planning, de gestion opérationnelle, je sais pas moi, de suivi de performance de staff, de formation, c'est très important aussi, toute cette notion de formation en ligne qui doit surtout être bien étendue sur l'ensemble d'un réseau. Et en fait, l'intégration de ces technologies va nécessiter non seulement un investissement initial, mais elle peut aussi ne pas toujours être très bien acquis par les employés qui sont plus traditionnels. Il y a donc un réel change management qui doit être en fait initié par le franchiseur pour accompagner en fait les franchisés dans cette optique. Un réel accompagnement. Je peux vous donner un exemple très concret avec une chaîne qu'on couvre qui a l'équivalent d'une grosse soixantaine de points de vente, qui a décidé en fait dans la restauration et qui a en fait décidé de transformer par exemple son service buffet en service à table et qui du coup a eu un véritable impact très très fort au niveau du staff. Et alors comme ils étaient vraiment dans l'urgence en fait de vouloir tester ce nouveau projet pilote, en fait ils ont véritablement créé un espèce de tsunami à l'intérieur du point de vente parce que le staff n'avait pas du tout été correctement préparé, parce que non seulement le changement opérationnel a été assez fort, mais en plus les outils qui doivent être utilisés pour permettre en fait de transformer cette opération sont bien sûr les outils technologiques. Et la formation n'avait pas été bien en fait orchestrée et initiée, et du coup il y a véritablement eu un espèce d'effet contraire qui s'est créé derrière. C'est donc un peu sur ce paradigme que la formation et le développement des compétences deviennent réellement cruciaux, quoi. Il faut parvenir à créer de l'aisance, il faut parvenir à créer vraiment du bien-être. Il faut en fait chercher véritablement à fidéliser son staff, comme Olivier, tu viens d'ailleurs de le mentionner. Il faut vraiment rester attentif à tous les retours du terrain qu'on peut avoir. Donc, quand vous choisissez des solutions, il ne faut pas hésiter évidemment à bien aller récupérer auprès du staff en fait leur feedback afin d'identifier si ça n'amène pas plus de complexité organisationnelle, parce que c'est évidemment tout ce qu'on cherche à éviter. Donc, la formation est certainement cruciale pour garantir alors du coup la qualité de service et puis aussi l'expérience client. Et alors, il faut évidemment mettre en place du coup toute cette stratégie en accompagnant au maximum ses membres du staff. Alors, on a lancé nous-mêmes des produits sur le marché et en fait, on s'est rendu compte sur base de retours utilisateurs qu'il y avait en fait parfois des complexités qui étaient rencontrées, quoi. Et donc là, évidemment, on va commencer à itérer dans le but de pouvoir réellement revoir la solution. Donc, pour ceux qui ont déjà
des solutions qui sont actuellement utilisées au sein de vos points de vente, il est de bon augure, je pense, en fait, d'organiser un sondage, d'organiser une petite enquête interne sur en fait, l'utilisation de ces outils. Peut-être vous avez des outils spécifiques en tête, afin de récolter auprès du staff en fait, un feedback de leur part. Et ce feedback en fait, va vous permettre d'identifier voilà, est-ce que les outils sont bien utilisés, premièrement, et ensuite, est-ce qu'il n'est pas possible en fait, de pouvoir un petit peu les améliorer, quoi. Donc, en fait, ces solutions IT, elles vont accompagner, elles vont accélérer, elles vont assister le staff dans l'ensemble du cycle, que ce soit le cycle de captation de la commande, de gestion opérationnelle, de préparation, puis ensuite de livraison, si on est dans un cadre de livraison. Et une fois qu'on a en fait bien embarqué le staff dans cet usage, en fait, on va se rendre compte que ce sont les premiers à ne plus pouvoir s'en passer. Donc, pour autant qu'ils soient en fait bien, qu'ils utilisent bien en fait ce genre d'outils et qu'ils auront compris en fait le bienfait que ces outils peuvent leur amener, c'est à ce moment-là en fait qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Donc, le moindre grain de sable va directement être remonté. Et je peux vous donner encore un autre exemple qui, je pense, est une assez bonne illustration. On a un autre client, une grosse enseigne ici, l'équivalent de 350 points de vente, qui a en fait lancé un programme de fidélité, mais dont en fait l'expérience pour le staff au niveau de la caisse était en fait très difficile à utiliser. Donc en l'occurrence, il fallait en résumé cliquer plusieurs fois, les boutons étaient mal disposés, etc., etc. Alors la conclusion, c'est qu'en fait, le staff n'avait plus envie véritablement de participer à acquérir ou à engager les clients dans le programme de fidélité. Alors ça, c'est un excellent exemple. Alors, entre-temps, le système de caisse a été changé, l'expérience a été revue, donc tout fonctionne beaucoup mieux. Les KPI sont atteints derrière, mais c'est une parfaite illustration de l'importance d'avoir des outils qui sont simples à utiliser, qui viennent vraiment soutenir le staff, parce qu'une fois qu'on l'a, évidemment, on peut commencer du coup à déployer. Alors, des outils vraiment contextualisés autour du monde HR, il y en a plein, que ce soit les plateformes de formation en ligne, qui sont quand même très, très importantes. Les outils de communication interne, ça peut être très intéressant aussi. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes connecté en fait, avec les franchisés ou avec le staff de manière directe. Ça peut être avec des outils comme Teams, Slack ou autres. Donc ça, il y a quand même pas mal d'enseignes qui commencent à prendre ce genre d'initiative. Et ça permet d'ailleurs de tenir au courant le staff des nouveautés, des bonnes pratiques. Donc du coup, ça fidélise aussi derrière le staff, parce que c'est quand même l'un des éléments principaux qu'on cherche à atteindre. Puis il y a tous les dashboards, les KPIs, les outils de reconnaissance et de motivation. Ça peut aussi être quand même assez intéressant à mettre en place. Utiliser les sondages, mais pas que pour la partie IT. Vous pouvez évidemment les utiliser plus au niveau vraiment bien-être dans l'entreprise, dans le but de pouvoir justement mieux qualifier les évolutions possibles que vous pouvez entreprendre avec votre stratégie HR. Et alors, là, ça rejoint un petit peu ce qu'on a discuté juste avant avec Olivier, automatiser au maximum les processus HR. Parce qu'en fait, au plus on va les automatiser, au plus on va les standardiser, donc au plus on va créer de la cohérence autour de la marque et autour en fait, des méthodes de travail. Et ça, effectivement, ces processus HR, il faut absolument chercher à les accompagner par l'automatisation des tâches administratives qui sont parfois un peu rébarbatives pour le staff aussi. Donc c'est là-dessus, évidemment, que la technologie, comme vous l'entendez, a vraiment un pilier très intéressant pour venir, en fait, supporter toutes les problématiques que Olivier vient de vous partager. Oui, merci John. Juste une petite précision. Récemment, il y a une étude OpinionWay, Le Parisien, qui est sortie il y a environ un petit mois. 37% des jeunes générations attendent des garanties en termes de flexibilité par rapport à ce que tu viens de dire, sur les solutions qui permettent de faciliter le quotidien des employés et d'améliorer les interactions entre les membres des différents services. Donc, on l'a dit et redit, mais c'est une véritable attente. Voilà, donc je pense que les entreprises qui ont à la fois une stratégie RH forte, stable et durable, accompagnée, je dirais, des outils digitaux d'organisation, sont certainement les réseaux gagnants de demain. Ouais, c'est certain. C'est certain. John, tu voulais encore dire quelque chose? Le temps avance. Juste ce que je voulais conclure, c'était en fait que les jeunes dont Olivier parle ici, en fait, finalement, ces personnes-là sont déjà très éduquées en termes de manipulation des outils technologiques. Ce qui veut donc dire en fait que cette partie formation et embarquement va en fait progressivement être de plus en plus simplifiée, parce qu'en fait, ce staff est déjà préformé, parce qu'ils utilisent tout simplement ces outils sur une base quotidienne pour eux-mêmes, et donc c'est beaucoup plus simple en fait de les embarquer versus des employés traditionnels
peut-être un peu plus âgés, en fait, dont le changement technologique n'est pas toujours très bien perçu. Oui, et puis je pense qu'il est important de préciser que, on l'a dit tout à l'heure, cette cassure démographique fait qu'on a besoin de l'homme emploi, et donc il y a une immigration qui arrive, et c'est absolument nécessaire pour que nos économies fonctionnent, une immigration principalement, je dirais, africaine, mais pas que, Proche-Orient, Moyen-Orient également. Et donc, on n'a pas forcément le même niveau de qualification, et il y a des différences de culture, de langue, même très souvent, d'intégration, il faut le dire. Et donc, ces logiciels de management, parce que finalement, c'est des logiciels de gestion qui permettent de manager un manager, hein, c'est un petit peu ça, et qui vous permet d'avoir un contrôle beaucoup plus assidu sur la rentabilité de vos shops et de vos franchises. Moi, j'ai mis en place ce genre je dirais, de logiciel au sein de Pitaya, avec cette possibilité de contrôler à distance, en accord avec les franchisés qui contractuellement, je dirais, n'avaient pas le choix, de pouvoir justement voir un petit peu la gestion de chaque unité, couverture du stock, l'anticipation des achats par rapport au chiffre d'affaires prévu, et donc on limite les pertes, on augmente donc la rentabilité, et on évite le côté aléatoire et peut-être la perte de temps considérable à former parfois des personnes, somme toute intelligentes, mais qui arrivent dans un nouveau pays et qui ont malheureusement pas forcément tous les codes et tous les repères nécessaires pour gérer convenablement une unité. Donc, c'est un vrai soutien en termes de management, ce genre d'outil. C'est certain, c'est certain. Et merci messieurs, c'était très intéressant. Et pour clôturer ce premier chapitre, on voulait vous poser une petite question pour voir justement un petit peu où est-ce que vous vous situiez dans ce que John et Olivier ont présenté. Quel est un peu le pilier sur lequel votre enseigne doit encore le plus progresser? Donc, dites-nous un petit peu ici dans le chat si c'est dans le pilier A, la stratégie RH groupe, que vous devez encore pas mal travailler. Est-ce que c'est plutôt dans le pilier B, la formation et la fidélisation? Est-ce que vous avez encore des soucis à ce niveau-là? Ou c'est plutôt justement, là c'est la réponse C, des solutions IT pour justement optimiser vos ressources humaines? Quel est le pilier dans lequel votre marque, votre réseau doit encore le plus progresser? Donc, donc voilà, ça nous intéresse bien évidemment de le savoir. Et donc voilà, réponse B pour Guy. Ouais, tout à fait. Là, c'est souvent un problème, effectivement, pas mal de réseaux. Hein, Olivier, qui est en contact avec énormément de réseaux, nous le disait, hein, la fidélisation est vraiment un souci. Et effectivement, la première partie aussi, c'est souvent le cas. Donc, merci Régis, merci Guy. Alors, on enchaîne sur le deuxième volet, la stratégie franchiseur-franchisé. Attention au timing, je vois qu'il est déjà midi 7. Allez, Donc, alors, je me dépêche. Donc, je te laisse introduire ces deux gros piliers, hein, Olivier, vas-y. Oui, alors, la relation franchiseur-franchisé, franchisé-franchiseur, c'est toujours une relation qui doit être évidemment gagnante. Deux volets importants, hein, le contrat de franchise, bien évidemment, et on vient de parler de la masse salariale, le labor cost et la stratégie RH, et on va parler également de la centrale d'achat ou centrale de référencement, ou les différents modes de centrale, parce qu'on va voir ensemble, il y en a plusieurs, il n'y en a pas que deux. Bon. En termes sur un aspect juridique, plusieurs possibilités dans la franchise. Vous avez évidemment la franchise comme vous la connaissez, vous avez les contrats de licence de marque, les contrats de concession, la location-gérance, la commission affiliation, le partenariat ou la coopérative. Voilà, donc, on a 7 possibilités, je dirais, de faire du business avec des prospects ou des futurs partenaires. J'aime bien dire partenaire et non client. Hein, il faut bannir le mot client dans la franchise en général ou dans la licence de marque. Ce sont véritablement des partenaires. Voilà, donc ça, le modèle juridique doit être choisi par rapport à votre segment métier et par rapport à la pertinence, évidemment, du métier dans lequel vous travaillez. Cette notion gagnant-gagnant, c'est très important sur cette partie achat. Je l'ai vécu au sein de Pitaya, où nous avions Pitaya Développement pour porter des contrats, les fiches des contrats, et une centrale d'achat qui s'appelait GK Prologue à l'époque, qui s'est appelée GK Prologue pendant 7 ans. Et donc, il y avait, je dirais,
des prises de marge sur une bonne partie des produits, que ce soit agencement, restaurant, parfois travaux, mission conception, et évidemment sur les matières premières, sans compter les uniformes, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc, alors maintenant, il faut être raisonnable, en effet, dans la prise de marge pour pas se nourrir sur la bête et, je dirais, pénaliser et abîmer les comptes des résultats des franchisés qui peuvent avoir des conséquences majeures sur vous. C'est-à-dire que demain, vous voulez revendre votre réseau dans 5, 7 ans, 10 ans. Si vos bilans de franchisés sont négatifs ou s'ils ne sont pas très bons, c'est un mauvais point pour le franchiseur. Et puis même pour accentuer votre développement, si les prospects à la franchise vont demander des bilans de différentes franchises, vont prendre contact avec des franchisés, et forcément la réputation de votre réseau ne sera pas forcément très bonne. Donc, je pense que moi, je propose depuis maintenant 2 ans, j'en ai parlé à plusieurs réseaux déjà, et j'en ai parlé à mon ami Bernard Boutboul, de Gira. Je crois beaucoup, et je l'ai mis en application récemment dans ma dernière expérience, dans des contrats de franchise où je mets en place une scope à la méthode Leclerc, où je propose aux partenaires d'avoir une part obligatoire. Donc, c'est à l'euro symbolique, il a une part dans la scope, et donc le franchisé voit à quel prix on achète, à quel prix on revend. Et je crois beaucoup à cette méthode pérenne et vertueuse. Pourquoi ? Parce que quand on est centrale d'achat, on porte le risque financier la plupart du temps. On a des conditions générales de vente, on a des ADV, administration des ventes, souvent pour l'international comme pour le national. On a un directeur des achats, on a des acheteurs juniors, et donc il y a de la masse salariale à payer, il y a du salaire à payer, il y a des frais généraux, et donc c'est tout à fait normal que le franchiseur puisse gagner de l'argent sur les produits revendus et qu'il soit parfaitement justifié auprès du partenaire. Quand on est centrale de référencement, c'est totalement différent, vous l'avez bien compris, c'est une mise en relation entre un franchisé et un fournisseur. Ce n'est qu'une mise en relation. Donc là, en effet, la marge doit être tout à fait raisonnable. On parle de 5 à 6%. Quand je dis on parle, c'est la DGCCRF qui considère qu'une mise en relation ne justifie qu'une marge raisonnable et raisonnée de 5 à 6 points. Au-delà de ça, généralement, elle demande une redistribution auprès du franchisé, considérant que c'est un abus. Donc ça, il y a déjà eu des jurisprudences à ce sujet. Donc attention à ce qu'on peut faire dans, je dirais, la prise de marge. Centrale d'achat, encore une fois, pourquoi pas ? C'est une bonne solution. Ça peut être très intéressant parce que vous avez, je dirais, un volume d'achat qui est relativement important et qui permet d'obtenir des prix compétitifs. Tout à l'heure, je disais plusieurs méthodes. Centrale d'achat de référencement. Il y a la centrale grossiste qui achète et revend les produits aux franchisés en réalisant une marge sur la vente. C'est ce que je viens d'évoquer. La centrale d'achat mandataire, c'est celle qui négocie les tarifs auprès des fournisseurs et leur fait parvenir des bons de commande regroupés, ce qui leur permet de rémunérer à la commission. Et puis, le dernier type de centrale d'achat appelé commissionnaire. Il s'agit d'un intermédiaire chargé de faire les achats sans informer le fournisseur qu'il le fait pour le compte des franchisés. Voilà, donc il y a plusieurs, encore une fois, comme on l'a vu sur la partie RH, mais il y a également plusieurs possibilités, je dirais, sur la partie achat, d'organiser votre réseau en conséquence. Moi, je suis là pour accompagner et conseiller les réseaux par rapport à leur métier. J'audite la plupart du temps pour comprendre, en effet, quel est le meilleur axe qu'il faut prendre en termes de propositions pour ce réseau. Voilà, donc ce qui est important de retenir, c'est vos partenaires. C'est eux, évidemment, vous l'avez compris, qui valorisent votre marque. C'est grâce à eux que votre activité est pérenne. C'est grâce à eux que la valeur de marque est importante. Et donc, il faut qu'ils soient gagnants. Il faut que vous soyez gagnants. Et pour qu'ils soient gagnants, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Parce que en gagnant de l'argent, ils sont satisfaits. S'ils sont satisfaits et qu'ils sont heureux, leur management est vertueux. Et quand leur management est bon, ils sont top avec leurs équipes. Et généralement, ça se ressent également sur l'équipe et donc sur les clients. Donc, on a en cascade plein d'effets positifs et vertueux quand on a, on respecte le modèle de la franchise qui, à l'époque, je rappelle, il y a 25 ans, on vivait quasiment que des fees. Et au fur et à mesure du temps, malheureusement, certains franchiseurs ont abusé de la situation et ont commencé à vouloir gagner toujours plus d'argent sur le dos des franchisés. Donc, attention à cette dérive
qui peut être extrêmement contre-productive et extrêmement dangereuse au sein d'un réseau. Donc, il faut venir rééquilibrer finalement ce partenariat, cette relation entre le franchiseur et franchisé d'une manière ou d'une autre, effectivement, parce qu'un franchiseur sans franchisé finalement n'est pas grand-chose, hein, effectivement. Oui, tout à fait. Ils sont les représentants légitimes de la marque. Et il est aussi toujours bon de préciser, parce que vous le savez certainement, il n'y a pas de droit de la franchise en France. Il y a un code du commerce et il y a le droit de la distribution. Il y a un code déontologique de la franchise français et européen. C'est tout ce qu'il existe. Donc, il n'y a pas de droit particulièrement. C'est la raison pour laquelle, parfois, les juges ont du mal à juger. Donc, il est important que vos partenaires soient, je dirais, parfaitement respectés. Ils ont leurs droits, mais vous avez vos obligations également de franchiseur. Ce n'est pas que le franchisé qui a des obligations. C'est que le franchiseur en a également pas mal et il doit y répondre. Et en parlant de droit, du coup, ça nous amène sur les contrats de franchiseur-franchisé. Olivier, quels sont les différents types de contrats c'est un peu le pilier, comme tu nous disais en préparation, la base solide qu'il faut aussi avoir, un bon contrat franchiseur-franchisé pour protéger, se protéger en tant que franchiseur, mais aussi se protéger en tant que franchisé. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, tout à fait. Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y a 5-6 minutes, sur les différents modèles de contrats possibles sur le plan juridique. J'ai évoqué le contrat de franchise, le contrat de licence de marque, le contrat de concession, le contrat de location-gérance, le contrat de commission-affiliation, le contrat de partenariat et ce qu'on peut appeler un peu vulgairement la coopérative. C'est le regroupement de commerçants indépendants dans le but de mettre en commun des outils permettant de favoriser, je dirais, la production ou la vente des produits ou de services. Voilà, donc ça, c'est la partie coopérative. La franchise, c'est un accord permettant à un franchisé d'utiliser la marque et le savoir-faire, comme vous savez, du franchiseur, en échange d'une compensation financière, redevance ou droit d'entrée. Voilà. Le franchiseur transmet son expérience, donc ça, la transmission du savoir-faire, c'est évidemment capital. C'est la rupture du contrat de franchise au tort exclusif du franchiseur peut être, je dirais, admise et actée si le franchiseur n'est pas capable de transmettre son savoir-faire convenablement. Il est important de préciser que ce qui fait suite à un contrat de franchise que vous signez à l'instant T, de 7 ans ou de 10 ans ou de 5 ans, qu'est-ce qui va faire suite à ce contrat ? Parce que votre concept va évoluer, bien évidemment, au fur et à mesure des années. C'est votre manuel du savoir-faire. Donc, en droit français, en droit de la distribution, le manuel du savoir-faire a une importance capitale. Tout ce qui est inscrit dans votre MSF fait foi au contrat, donc, et devient obligatoire en application de la part du franchisé. Donc, ne pas sous-estimer le manuel du savoir-faire ou le manuel opérationnel. J'aime bien dissocier les deux. Je pense qu'il y a deux aspects totalement différents entre un manuel du savoir-faire et un manuel opérationnel. Donc, attention à ce que vous écrivez dans votre manuel du savoir-faire, parce que juridiquement, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. De la même façon qu'un DIP a autant de poids qu'un contrat de franchise. Je rappelle qu'un DIP qui est erroné, ou d'où les informations manquent de justesse, ou voire sont exagérées, peuvent amener à la rupture du contrat de franchise à tort exclusif aux franchiseurs. Donc le DIP est très important. Les business plans que vous indiquez dans vos DIP, même s'ils ne sont pas contractuels, on le sait tous, sont très importants. C'est aussi parce que le DIP, c'est la loi Doubin du 31 décembre 89 qui fait qu'un DIP, c'est celui qui permet l'engagement au bout des 21 jours à un franchisé de signer son contrat. Et c'est le DIP qui l'a influencé et qui lui a permis de prendre la décision de signature du contrat. Voilà. Donc, c'est très important que le DIP soit très juste dans les informations et très détaillé dans les informations, comme le contrat de franchise, qui doit être pro-franchiseur. Je rappelle que c'est votre marque, c'est votre concept, et donc vous devez la protéger. Et donc votre contrat, parce que quand je dis pro-franchiseur, vous allez dire c'est évident. Pas forcément, j'ai des réseaux qui ont des contrats pro-franchisés, paradoxalement, parce qu'ils veulent vendre du contrat, et ils ont peur de ne pas faire affaire, et donc ils se prostituent un petit peu, et donc leurs contrats sont faibles. Certains avocats aussi travaillent sur des contrats parfois un peu pro-franchisés, parce que c'est aussi des commerçants, les avocats. Mais le jour où vous avez un réseau structuré et relativement important, de 100 franchisés ou plus,
Attention, quand vous avez un contrat qui est trop pro-franchisé, il peut y avoir des tendons d'Achille très importants au sein du contrat qui peuvent mettre à risque votre propre réseau. Donc, j'ai envie de dire pour conclure que pour une bonne entente et pour un partenariat win-win, franchiseur, franchisé, franchisé, franchiseur, évidemment, il faut que le franchisé travaille pour lui. Il faut que le franchisé gagne de l'argent. C'est le fondement de la franchise. Voilà. Donc, alors, encore une fois, vous allez tous dire c'est évident, mais ça l'est pas forcément. J'insiste aujourd'hui, si la restauration en général, il y a une hécatombe en ce moment dans beaucoup de réseaux, c'est aussi parce que certains franchiseurs, je ne vais pas généraliser, mais gagnent trop peut-être d'argent sur une partie de la revente, je dirais, des matériaux ou matières premières. Voilà. Donc, Et pour conclure sur cette partie, du coup, on est vraiment un rééquilibrage important. Et donc, si on peut dire trois choses importantes, un engagement mutuel, une collaboration transparente et des responsabilités partagées, comme tu nous l'as expliqué, Olivier. Merci beaucoup. Justement, ça nous intéresse un petit peu de savoir où vous en êtes par rapport à vos relations avec vos franchisés. Est-ce que vous considérez que votre relation avec vos franchisés est équitable? Est-ce que vous avez en réponse à oui, absolument. Nous veillons à entretenir une relation parfaitement équitable avec nos franchisés en assurant une communication transparente et un soutien constant. J'ai l'impression d'être le présentateur des amours. Réponse B, plutôt oui. Dans l'ensemble, notre relation est équitable, même s'il y a toujours des domaines dans lesquels nous cherchons à améliorer l'équilibre. On dirait moi et ma femme. Réponse C, améliorer. Nous avons une relation de travail positive, mais il reste des aspects à ajuster pour que nos franchisés, se sentent complètement soutenus et écoutés. Réponse D, non, pas assez équitable. Il y a des déséquilibres dans notre relation et des efforts sont nécessaires pour assurer une collaboration plus juste et équilibré. Dites-nous dans le chat un petit peu ce que où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes plutôt vous avez remarqué que vous étiez trop pro-franchiseur, peut-être pro-franchisé? L'équilibre est extrêmement compliqué à atteindre, mais pourtant, comme il le disait, ça fait partie de ces fondations très solides. Au début du lancement d'une chaîne, c'est peut-être pas le plus important parce qu'effectivement, on veut grandir. Mais quand on arrive à 20, 30, 40, 50, 100, 150, 300 points de vente, là, c'est là où on arrive à des problèmes vraiment très, très, très conséquents. Donc, effectivement, ça peut faire matière, en tout cas, à réfléchir. Régis nous dit, améliorer, effectivement. Donc, c'est un point d'attention. Oui, tout à fait. Donc, on va continuer. Il nous reste 8 minutes et on va peut-être un tout petit peu déborder, mais pas non plus trop. Ne vous inquiétez pas. On arrive sur la troisième partie, donc croître durablement. John va nous parler d'innovation et plus spécifiquement, John, tu as mis en veille 6 tendances à garder dans le viseur au niveau du food et du retail. John, peux-tu nous en dire un petit peu plus? Alors oui, effectivement, on sait que la technologie, elle est de grande utilité pour générer des revenus sur les canaux de vente digitaux plutôt traditionnels que tout le monde connaît. Pour les nommer, on a le web, l'application mobile, les bornes, qu'elles soient de self-checkout ou les bornes de précommande, donc qui vont plus être orientées pour le check-in. Mais en fait, il y a aussi quand même les nouvelles tendances, c'est-à-dire il y a les nouveaux canaux de vente qui sont en train lentement de progresser et qui vont venir un petit peu chambouler, on va dire, la manière dont on gère les opérations dans les différents points de vente. Alors, pour faire une vue assez complète sur l'ensemble de ces tendances, on a par exemple tout ce qui va concerner la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Alors évidemment, on peut difficilement s'imaginer que ce futur canal de vente va s'inscrire parce qu'évidemment, ces lunettes sont encore assez importantes en termes de taille et on se voit assez mal se balader dans un point de vente avec des lunettes pareilles. Maintenant, elles sont en train de se miniaturiser et une fois qu'elles seront en fait tout à fait faciles à porter, on imagine bien que pour les marques, ça va devenir un chouette moyen d'engager en fait avec l'audience et on va pouvoir avoir des informations complémentaires, par exemple de type allergène ou par exemple des avis clients sur des produits spécifiques qui vont donc véritablement pouvoir se substituer en fait à une équipe de vente et accompagner du coup le client dans ses choix d'achat. Alors, il y a évidemment une autre tendance qui est assez importante, à savoir que ces 6 tendances, on les a quand même agrégées de McKinsey, Bain et BCG. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu ici vous les mettre sur le dessin pour vous permettre de croître durablement. Mais il faut aussi pouvoir entreprendre. C'est quoi faire afin d'adresser ces futures tendances. Alors, pour la deuxième, tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle, évidemment, on
on commence à connaître le sujet puisque ChatGPT est venu chez chacun de nous véritablement perturber la manière dont on était organisé auparavant. Alors, c'est clair qu'au niveau du retail et au niveau de la gestion en fait, d'un réseau de franchisés, la notion de machine learning et d'intelligence artificielle va véritablement continuer à driver, on va dire, de l'innovation, que ce soit au niveau client ou que ce soit au niveau gestion des stocks, par exemple, hein, ou même ce qu'on peut appeler les prix dynamiques, hein, pour vous donner quelques exemples et quelques références. Sont vraiment des tendances sur lesquelles on va de plus en plus se retrouver confrontés et sur lesquelles on va pouvoir surtout en fait, tirer des revenus complémentaires. Alors, la troisième tendance, elle est très intéressante, c'est tout ce qui concerne en fait, la reconnaissance vocale, où évidemment, de nouveau, avec les nouveaux outils et la précision en fait, de ces outils pour permettre de reconnaître en fait, ce qu'on vient de dicter, on a vraiment une interaction qui va pouvoir commencer à s'engager. Alors là, évidemment, on peut projeter du coup de nouveau comment le staff, comment les franchisés, comment ensuite les franchiseurs avec leur réseau de franchisés vont utiliser du coup ce type de solution dans le but de pouvoir servir ou répondre à des questions spécifiques et toujours évidemment pouvoir mieux engager finalement les clients avec la marque. Alors, la quatrième tendance qui a été identifiée, c'est tout ce qui est vraiment ce qui va tourner en fait autour de la notion de communauté. Donc la communauté, c'est vraiment l'esprit d'ambassadeur, c'est connecter les gens et les clients les uns avec les autres, surtout ceux qui ont des profils qui sont en fait assez similaires, dans le but vraiment de créer autour de la marque et autour du coup potentiellement du franchisé un esprit de communauté qui va ensuite pouvoir du coup être utilisé, exploité dans le but de pouvoir toujours générer plus de revenus. Alors évidemment, la technologie est l'un des fondamentaux, on va dire, pour pouvoir permettre justement à cette communauté d'interagir ensemble et de pouvoir en fait porter la stratégie autour de la communauté pour la marque. Alors, évidemment, ça c'est un point qui est assez important, tout ce qui est livraison instantanée. Hein, donc, on est déjà complètement dans le monde de l'instantané. Hein, rien que dans le secteur de la restauration, on a les partenaires Uber Eats, Deliveroo qui sont quand même assez rapides sur les livraisons. On a Amazon qui est de plus en plus rapide aussi sur le type de livraison qui peuvent opérer. Mais en fait, avec l'évolution des véhicules autonomes, hein, que ce soit avec par exemple des drones ou des véhicules sur route, en fait, ça va complètement devenir dynamisé à nouveau cette partie. Et puis la dernière, qui est quand même très importante, Olivier en a touché un petit mot au début de la séance, la robotique, évidemment, qui vient non seulement s'installer au niveau des entrepôts, mais qui commence aussi tout doucement à pouvoir s'installer en fait, au niveau des points de vente et va vraiment permettre aussi de pouvoir accompagner le staff ou aussi potentiellement pouvoir aussi répondre à des pénuries de staff qualifié dans certains cas, quoi. Alors évidemment, ici, on est sur 6 tendances. Ces tendances, elles viennent en fait s'ajouter du coup aux tendances existantes, hein, qui sont, pour le rappel, de nouveau, les canaux traditionnels comme le web, les apps, les bornes ou ce qu'on appelle les third parties, hein, qui sont justement les Amazon et Uber Eats, où les marques justement essayent de s'activer sur ces canaux, mais où en fait souvent quand les commandes sont réalisées, qu'importe le canal initial, en fait elles doivent souvent être préparées en fait au niveau du point de vente. Okay, donc il y a une grande question qui va se poser, c'est comment est-ce que votre franchise aujourd'hui en fait elle est prête à embrasser ce futur. Okay, alors ici évidemment l'objectif c'est de pouvoir s'assurer qu'on a les bons fondements. Est-ce qu'on a bien les bases technologiques ici qui sont tout à fait installées, qui permettent justement de pouvoir, si demain le voice devait absolument se mettre en place et que je dois le répandre dans l'ensemble de mes points de vente, est-ce que d'un point de vue technologique, je suis en fait déjà à même de pouvoir ajouter cette composante à mon écosystème. Alors, c'est ici évidemment qu'il y a une notion, peut-être vous en avez déjà entendu parler, qui est quand même très importante, qui s'appelle OMS, pour Order Management System. Donc ici, on est vraiment dans de la tech, évidemment, et qui est en fait un orchestrateur. Donc c'est un configurateur, un orchestrateur en fait de tous ces canaux digitaux qui sont quand même en train de plus en plus de se démultiplier. Hein. On connaît les 4 traditionnels, on sait qu'il y a les autres qui sont en train de venir. Il y en a d'autres qui sont aussi en fait en train maintenant de se déployer. Hein. Par exemple, les commandes au niveau des véhicules, pour vous donner quelques exemples. C'est-à-dire CarPlay, Android Auto-Link, on va pouvoir passer des commandes. On a aussi tout ce qui est les ventes sur WhatsApp, sur Snapchat, sur Facebook. Donc, on a quand même des canaux qui sont en démultiplication, mais ce qui est en fait un véritable vecteur de croissance
pour les points de vente. Parce que c'est comme ça l'élément principal, c'est de s'assurer en fait que les franchisés ont toujours bien une innovation qui soit en place dans le but de pouvoir en fait continuellement créer de la croissance. C'est vraiment pour ça qu'en fait ces outils ont été créés et en fait l'OMS est donc prévu pour vraiment venir orchestrer en fait cet écosystème qui parfois est assez complexe et qui permet justement du coup de gérer si on doit se lancer demain dans une livraison instantanée, si on doit ajouter un canal de voice, si on doit ajouter le canal de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, ou si on doit ajouter n'importe quel autre en fait type de canal de commande digitale, parce qu'on sait tous très bien qu'ils vont continuer à se démultiplier, mais évidemment, il faut s'assurer que son écosystème soit prêt. Et c'est là, évidemment, que l'OMS a tout son sens. Donc, si vous n'avez pas encore entendu parler de l'OMS, j'espère que vous en comprenez vraiment le fondement principal, qui est celui vraiment d'aider, d'accompagner en fait l'orchestration de ces commandes qui, autant pour le franchiseur que pour le franchisé, que pour le staff, n'est pas simple en fait à gérer. Et c'est justement la centralisation et cette orchestration centralisée qui permet en fait de démystifier un petit peu la complexité de devoir activer ou non des canaux de vente digitaux complémentaires. Ok, donc c'est vraiment en fait là-dessus qu'il y a du coup une réflexion que vous devez avoir aujourd'hui et qui doit en fait vous permettre d'identifier en fait à quel niveau de maturité vous vous trouvez dans le but de pouvoir justement embrasser ces nouvelles technologies parce que on a parlé de toute une série de problématiques. Hein. Encore une fois, la tech ne va pas tout résoudre, hein, c'est certain, mais la tech en tout cas est là vraiment pour accompagner à résoudre une partie de ces problèmes. Et par combinaison, évidemment, ça permet à une chaîne de continuer de croître durablement. Exactement. Et je vais ici, à travers cette question, vous mettre un petit exemple très concret par rapport à ce que John vient de dire. Typiquement, si vous deviez intégrer la commande vocale demain, d'ici 1 an, d'ici 6 mois, d'ici 2 ans, estimez-vous que votre infrastructure IT est suffisamment stable et flexible pour le faire facilement? C'était vraiment, voilà, mettez-vous un petit peu en situation et dites-moi un petit peu, par exemple, réponse à oui, car j'ai équipé mon enseigne d'un OMS. Vous saviez ce que c'était, vous en avez un. Donc, rien de plus facile d'intégrer un autre canal de vente digitale. Nickel, vous êtes équipé, vous êtes prêt pour l'avenir. Réponse B, oui, car mon POS, mon système de caisse, me le permettra facilement. Et donc voilà, ça c'est une possibilité qui n'est pas toujours vraie, donc toujours bien aussi à s'informer sur le sujet. Réponse C, je ne suis pas certain, je dois vérifier avec mes équipes techniques. Ou réponse D, non, je sais que ce sera compliqué. L'intégration du click and collect avait déjà été plus que sportive. Donc voilà, c'est déjà un très bon indicateur si vous dans le passé, donc dans les canaux digitaux existants aujourd'hui, actuels aujourd'hui, si vous savez que c'était déjà compliqué, c'est que voilà, ça va potentiellement être compliqué. Là, on parle de tendances. Il y a des tendances qu'on ne voit jamais apparaître, ou presque jamais. On avait parlé de méta, etc. Il y a quelques années, on attend toujours. Mais par contre, il y a des tendances qui sont vraiment là et qui sont vraiment utilisées. Donc voilà, ça donne matière à réflexion. Deuxième partie, et on va vraiment finaliser là-dessus. Je vous promets, ça va durer encore quelques minutes, mais c'est quand même vachement important. John, on est dans un monde de plus en plus où l'expérience va être de plus en plus personnalisée, où de nouveau, il faut faire face à l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, sans données, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce que demain les réseaux doivent être et comment y arriver? Ouais, alors je vais le faire en survol parce qu'on a déjà un tout petit peu débordé. Hein. Donc effectivement, la personnalisation qui est au centre de toutes les attentions, donc personnaliser devient véritablement une clé de voûte. Hein. Donc c'est-à-dire pouvoir adresser un message personnel en fait à un client et pouvoir lui tailler en fait une offre sur mesure devient aujourd'hui véritablement un enjeu majeur. Et c'est pour ça, en fait, que la manière dont vous allez collecter les données, la manière dont vous allez, en fait, orchestrer et cette stratégie, en fait, de collecte de données devient primordiale. Donc, vous devez bien vous assurer que l'ensemble des canaux digitaux que vous avez sont bien connectés en fait à vos systèmes centraux, que ce soit les réseaux sociaux, les applications mobiles, le contact center, bref, tout ce qui crée en fait un touch point avec vos clients doit pouvoir en fait créer de la data. Et cette data doit pouvoir en fait être centralisée. Et au plus vous allez avoir une data pertinente, hein, par exemple savoir qui consomme quoi, quand, où et à quelle fréquence, est une data qui est véritablement hautement valuable. Et donc c'est ça qu'il faut maintenant essayer vraiment de mettre en place en termes de stratégie, parce qu'une fois que vous avez en fait une bonne compréhension de qui consomme quoi, évidemment vous avez l'occasion de mieux tailler les offres pour eux, et ensuite vous allez de nouveau utiliser ces fameux canaux digitaux pour pouvoir en fait engager la discussion d'une manière beaucoup plus personnalisée.
Exactement. Et comme tu disais, le qui, quand, quoi, quand, où, enfin, à quel prix, etc. Bah ça, il y a un des canaux les plus importants qui nous le permet. John, ça c'est le programme de fidélité. Hein. Ça, c'est vraiment une des pierres angulaires de création de données. Et donc ça, veiller à et le moyen pour y arriver, bah, c'est que votre programme de fidélité est connecté à votre système de caisse, votre POS. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir avoir ce type d'information qui va demain de nouveau, pour tout ce qui est personnalisation, est une obligation. Donc, veillez vraiment à ce que vous soyez sûr que votre fournisseur de programme de fidélité est connecté à vos différents systèmes. Ça, c'est une certitude. Et je vais finir sur une dernière question. Justement, quel niveau de maturité attribueriez-vous à votre enseigne en matière de personnalisation de la communication ou d'expérience avec votre clientèle? Est-ce que vous vous situez sur vraiment au niveau A, leader, l'enseigne excellent en personnalisation, vous êtes déjà enfin, vous avez déjà créé des communications et des expériences hautement adaptées aux préférences individuelles. Est-ce que c'est plutôt réponse B, avancée, la personnalisation est bien intégrée avec une utilisation régulière des données? C, intermédiaire, elle est mise en place mais encore peu développée ou standardisée, ou débutant, c'est un topic que vous n'avez absolument pas encore touché. Donc ça reste bien évidemment un point crucial que vous allez devoir faire. En conclusion, 4 points à retenir. La séance était assez intense et j'espère que ça vous a plu. Premier point, attirer, identifier et fidéliser les talents. Olivier nous l'a très bien expliqué. Il faut offrir des perspectives de carrière claires pour les employés. Ça c'est vraiment une chose super importante. Deuxième point, miser sur la transparence et l'honnêteté dans la relation avec les partenaires franchisés. Voilà, c'est la pierre angulaire, c'est les fondations solides. Troisième point, planifier l'innovation sur des bases solides. John l'a très bien expliqué aussi. Ça fait partie de ce segment-là de la technologie. Ça fait, si aujourd'hui vous n'avez pas des bases bien solides, bien stables, vous n'allez pas pouvoir continuer à innover. Et donc voilà, ça entrecoupe le dernier point. L'innovation vise non seulement à générer plus de revenus, mais aussi à soutenir les équipes. Et Olivier nous avait dit, une entreprise qui n'innove pas est une entreprise en déclin. Je crois que ça résume pas mal tout ce qu'on vient de dire. Donc voilà. La séance est finie. John, Olivier, merci beaucoup. On espère vraiment que ça vous a plu. On va continuer. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Olivier Gérardin, si vous avez besoin de conseils pour piloter vos réseaux, il vous aidera avec beaucoup de plaisir. Vous pouvez nous retrouver donc sur flix.cloud, bien évidemment, ou sur LinkedIn aussi. Merci à tous d'avoir suivi cette session. On espère qu'elle vous a plu. Merci à l'Express Franchise de nous avoir soutenus là-dedans. Et on a un petit peu débordé, mais je crois qu'on est encore excusable. Merci à tous. Merci Grégory. Merci John. Merci Au revoir. Bon appétit. Bon déjeuner. À bientôt. Au revoir. Au revoir.